Sommes-nous prêts à affronter les incendies alors que, vous le savez, 800 pompiers luttent sans relâche contre le feu qui fait rage aux portes de Marseille, mais aussi à Narbonne, 3 ans après un été d'ailleurs dramatique. Évidemment, on se pose tous la question, d'autant que Bruno Retailleau, lui, prévient, il y a tout lieu de penser qu'on va vers un été à haut risque, mais avec quels moyens? On en parlera avec Sophie Pantel, auteure d'un rapport sur ce sujet. Sophie Pantel, la députée qui a alerté il y a quelques temps, pas si longtemps d'ailleurs, sur une flotte vieillissante. Mais avant d'être avec elle, on va faire un point sur la situation avec Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Bonjour Éric Brocardi. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Où est-ce qu'on en est à 11h07? On entendait que ça allait un petit peu mieux à Marseille. Est-ce que c'est vraiment le cas? Écoutez, la situation, elle est maîtrisée, comme l'a évoqué ce matin encore le préfet. Le sujet, c'est effectivement d'être extrêmement vigilant sur la partie des reprises du feu. C'est-à-dire qu'à chaque fumerole qui s'échappe de la zone brûlée ou des lisières de feu, il s'agit de taper très rapidement en mettant au contact les sapeurs-pompiers et le bataillon des marins-pompiers de Marseille pour permettre justement d'éviter tout effet de reprise qui pourrait faire reprendre un incendie important. Mais néanmoins, il y a aussi des actions de reconnaissance qui sont faites pour aussi rassurer la population, essayer de contenir le feu dans son périmètre. C'est pas toujours évident compte tenu des accessibilités qui sont extrêmement morcelées puisque vous êtes sur une interface urbaine et forestière qui est extrêmement proche. Mais néanmoins, voilà, le travail de tout le monde est à pied d'œuvre. C'est près de 750 hectares déjà partis en fumée. 700 sapeurs-pompiers mobilisés, c'est conséquent dans ce domaine-là. Donc il faut encore saluer le travail important qu'ont effectué tous ces hommes et ces femmes qui ont permis aujourd'hui de pouvoir encore contenir un feu. Évidemment, et on les salue, on les remercie parce qu'on imagine que la nuit a été longue. Vous l'avez dit, 750 pompiers mobilisés, ils ont œuvré en fait pendant toute la nuit. Ils ont œuvré toute la nuit. C'est vrai que la nuit, c'est source de risque de blessure pour les sapeurs-pompiers et le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Donc, ils ont eu une progression extrêmement délicate. La visibilité, on va dire, est amoindrie, bien entendu. Par contre, c'est la nuit où on arrive à faire le plus de travail possible, puisqu'on a un léger abaissement des températures. Sauf que là, le vent, qui est le principal ennemi numéro 1 des sapeurs-pompiers, n'a pas permis, on va dire, d'avoir une sérénité totale sur l'évolution. D'ailleurs, Éric Brocardi, pardonnez-moi de vous couper, c'est justement ce qui explique peut-être parfois les informations contradictoires qu'on entend dans les médias. Parfois on dit voilà, ça va mieux, c'est circonscrit, et en fait, le vent rend évidemment très fébrile la situation. C'est pas une question de contradiction, c'est une question qu'il faut comprendre que chaque étape au niveau d'un feu est extrêmement importante lorsqu'on l'annonce pour éviter de se retrouver à repasser à une marche en arrière. Donc cela veut dire que ce soit les étapes de feu fixé, feu maîtrisé, feu circonscrit, feu noyé, toutes ces étapes sont extrêmement vigilantes. Et je comprends parfaitement, et nous comprenons parfaitement la justesse des mots employés par le préfet dans ce cadre-là, parce qu'il s'agit d'ores et déjà, du choix des mots pour rassurer la population, parce qu'on voit beaucoup de moyens, mais nous, il faut associer à cela des méthodes techniques et opérationnelles en fonction de la qualification du niveau de risque et du niveau d'incendie dans son état. Donc il faut être pas dans la contradiction, effectivement, vous avez bien raison de le souligner du côté médiatique, bien se référer au lexique de ce que veulent dire les éléments, fixés, maîtrisés, circonscrits et se noyer, pour permettre justement de bien comprendre que stratégiquement et opérationnellement, ça a un impact sur notre développement opérationnel. Donc on va continuer sur le terrain à faire tout ce qu'il est nécessaire, bien entendu, et à y mettre les moyens en fonction des risques qui peuvent éclore à tout instant. Mais là, quand on dit que la situation elle est maîtrisée, c'est-à-dire que la balance des moyens est très favorable par rapport à la situation, mais que pour autant, il faut rester sur des points de vigilance massifs pour éviter toute reprise. Un mot avant de parler des moyens que vous avez, un mot peut-être sur la phase d'évaluation des dégâts. Elle a commencé. Quel est l'état des lieux à ce stade ? À ce stade, comme on vous l'a dit, c'est 750 hectares parcourus par le feu, une dizaine de maisons malheureusement brûlées. Il faut connaître aussi la nature de ce type de maisons, quel type de points sensibles ont été malheureusement pris par les flammes, pour quelles raisons notamment, ce qui rappelle aussi, alors indirectement, nous n'avons pas été, comme vous, nous écoutez sur le terrain directement, mais ça rappelle aussi ces obligations légales de débroussaillement qui font partie aujourd'hui des obligations que doivent avoir les gens lorsqu'ils ont une maison, de pouvoir essayer de créer un bouclier protecteur qui est aujourd'hui obligatoire
afin de permettre d'éviter que les maisons s'embrasent et garder à l'esprit toujours que la maison reste un lieu sûr. Oui, c'est ce qui avait posé d'ailleurs problème lors des incendies en 2022. Éric Brocardi, Bruno Retailleau prévient, il y a tout lieu de penser qu'on va vers un été à haut risque. Clairement, est-ce qu'aujourd'hui, les sapeurs-pompiers ont les moyens de lutter contre ces feux ? Les sapeurs-pompiers ont le moyen de lutter contre un feu, contre 2 feux, mais plusieurs, ça va devenir compliqué compte tenu de la tension extrême qui existe sur le pourtour méditerranéen, sachant que les incendies de 2022 ont montré que le barycentre du feu de forêt s'est déplacé vers le centre de la France. Donc le modèle sur lequel nous sommes aujourd'hui est un modèle qui date des années 90, début des années 2000, mais qui répondait à une logique d'attaque de feu naissant sur le pourtour méditerranéen. Là, on s'aperçoit que nous avons eu des feux dans l'ouest de la France durant le printemps. Nous avons eu aujourd'hui des grands feux en simultané sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. C'est ça, en cela. Et c'est tendu la situation justement avec ces moyens que vous avez ou ça tient encore Écoutez, nous sommes pas encore loin de là en rupture capacitaire, comme on pouvait l'évoquer en 2022. Nous sommes toujours sur le front. Ça tient à 80% des effectifs basés sur la disponibilité du volontariat et des sapeurs-pompiers professionnels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Fédération nationale des pompiers de France évoque le fait de libérer de toute contrainte législative l'engagement citoyen que sont les sapeurs-pompiers volontaires, qui ne sont pas assimilés à des travailleurs et qu'il faut laisser s'exprimer sur le terrain, parce que ça va être ça aujourd'hui. Et on les salue, vos hommes. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, de pouvoir engager un maximum de moyens humains sans avoir des contraintes à côté. Merci Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. On vous souhaite bon courage, évidemment, parce qu'on imagine que ces heures sont difficiles. Éric Brocardi vient de nous parler des moyens. On va justement en parler dans quelques instants avec notre invitée Sophie Pantel, auteure d'un rapport justement sur le sujet qui alertait il y a à peine quelques semaines. Restez avec nous sur Europe 1. Bonjour Sophie Pantel. Bonjour. Stéphanie le disait, vous êtes l'auteur donc d'un rapport parlementaire visant à mieux définir la stratégie de renouvellement de la flotte aérienne de la sécurité civile. On le voit, ces incendies qui frappent à Marseille, à Narbonne. Il y a ce rapport que j'ai parcouru, 35 pages détaillées qui alertent clairement sur les failles de moyens pour lutter contre ces incendies. Il date d'il y a une semaine ce rapport, mais vous aviez déjà alerté à l'époque de l'examen du budget. Est-ce que vous aviez été entendu ? Alors, peut-être pas totalement. Moi, je voulais d'abord saluer l'engagement des sapeurs-pompiers qui sont aujourd'hui sur le terrain, que ce soit dans l'Aude, l'Hérault ou les Bouches-du-Rhône, et simplement préciser que le rapport, je suis co-auteur, donc avec un de mes collègues, Damien Maudet. En fait, je crois que Éric Brocardi a bien résumé la situation, c'est-à-dire qu'on avait une flotte qui était dimensionnée pour répondre aux enjeux des départements du Sud sur le pourtour méditerranéen. Aujourd'hui, si on prend entre 1900 et 2025, on a pris 2 degrés. Il y a encore des gens qui sont sceptiques sur le réchauffement climatique, mais il y a quand même, aujourd'hui, quand on regarde l'actualité, on voit bien qu'il y a des conséquences directes. Et par exemple, en 2022, c'était 90 départements qui ont été concernés par les incendies. Oui. Donc aujourd'hui, en fait, on a à la fois une acuité et les incendies sont beaucoup plus prégnants sur la zone sud, qui ont encore plus besoin de moyens, mais on voit bien que tout le territoire national est aujourd'hui concerné. Donc aujourd'hui, on peut dire que notre flotte n'est plus totalement dimensionnée au regard des enjeux nouveaux. On s'est pas mis à jour, clairement, par rapport aux enjeux. Alors, il y a des choses qui ont été faites. Par exemple, sur les Dash, on a 60 aéronefs, on a 8 Dash, il y en a 6 qui ont été renouvelés depuis 2017. Expliquez peut-être aux auditeurs ce qu'est un Dash précisément. Alors, parce que quand même on va dire le Canadair, c'est le bombardier, pour faire simple, le Canadair, c'est le bombardier d'eau, c'est ce qu'on appelle les aéronefs amphibiens, c'est-à-dire en fait ils peuvent écoper, et ensuite les autres appareils en fait ne sont pas amphibiens, mais ils sont quand même importants puisque le Dash, il y a une capacité importante de largage pour l'eau, mais aussi donc là on est bien. Les Dash, il y en a 8. Les Dash, on en a renouvelé 6 sur 8, donc voilà, sur notamment les MRB. Sur les hélicos, on en avait 36. Un marché public a été passé l'année dernière, donc c'était un marché public commun sécurité civile gendarmerie, donc il y en a 46 de commandés, 40 pour la sécurité civile, 6 pour la gendarmerie, et donc c'est combien Airbus. Livrés ? Alors c'est Airbus qui a commencé à livrer les premiers, donc aujourd'hui ça nous fait un effectif de 37 puisque le premier est arrivé, le dernier doit être livré en 2029. Donc en tout cas, le processus est engagé et ça doit permettre évidemment de répondre rapidement. Alors dans votre rapport, vous parlez d'une flotte aérienne vieillissante.
Oui, parce que en fait, les deux Dash qui restent sont à plus de 20 ans. Les Canadair sont à 30 ans de vieillissement, et puis on a aussi des Beechcraft. Donc on en a 3. Ce sont des avions en fait qui servent à survoler, à pouvoir aussi coordonner l'action. Et là, eux, ils sont à 45 ans. Mais la difficulté, je pense, essentielle aujourd'hui, concerne les bombardiers d'eau. Oui, justement, Emmanuel Macron, en 2022, pourtant, avait annoncé sa volonté de renouveler la flotte. On en est où concrètement des promesses ? Alors aujourd'hui, il y a 2 avions qui sont commandés avec un fort soutien de l'Union européenne, puisque c'est dans le cadre du programme Rescue. Ces 2 appareils ont été commandés avec les commandes en fait de 5 autres pays États membres de l'Union européenne. Il y a eu pas loin de 2 ans de négociations, parce qu'en fait, il fallait un volume suffisant d'appareils pour que Havilland, qui est en situation de monopole, puisqu'on est complètement dépendant en fait de cette entreprise au Canada, pour qu'ils puissent relancer finalement la ligne de production. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il y avait 2 autres appareils qui auraient dû être commandés en 2024, et c'est le gouvernement de Gabriel Attal qui, par des décrets d'annulation sur ça et d'autres, a annulé en fait les moyens financiers. Donc à la sortie de l'hiver 2024. Pour faire des économies, qu'est-ce qu'il a donné comme raison ? Il faudra l'interroger. Il y a pas de Vous l'avez raison. Pas interrogé ? Il y a des décrets d'annulation. On nous a dit oui, que c'était pour des questions financières. Lors du budget, on avait interrogé la Direction générale de la sécurité civile, qui nous a dit que ça n'empêchait pas de les commander, mais aujourd'hui, c'est pas une commande ferme. Et les dernières informations que l'on a pu avoir, c'est qu'ils attendent que l'on puisse inscrire lors du prochain budget, en fait, les crédits pour commander ces 2 appareils supplémentaires. Donc aujourd'hui, on est à 2 sur 16. Ah oui, par rapport à ça fait loin. Alors qu'on devait renouveler une flotte entière, on devait être quoi, plus de 30. Enfin, on en est très très loin là. Non, on en a 12. Il y en a un qui est hors service puisqu'il y a eu un accident en Corse, un accident en tout cas. Un exercice qui fait que l'appareil n'est pas disponible. Et donc, on est à 11 sur les 16 qui devaient être disponibles. Et des promesses qui sont intervenues au lendemain des terribles incendies de 2022, alors qu'on nous promet, effectivement, à commencer par Bruno Retailleau, que l'été va être à très haut risque. Ça veut dire quoi ? Qu'on ne va pas pouvoir faire face ? Il faut souhaiter qu'on n'ait pas des incendies trop nombreux sur l'ensemble du territoire. Sinon, ça sera difficile, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une complémentarité entre les forces au sol et les moyens aériens, puisque la doctrine de la sécurité civile, c'est l'attaque massive, immédiate, pour essayer de stopper le plus rapidement possible les incendies. Après, je pense qu'il faut regarder devant en termes de stratégie. Nous, ce qu'on proposait, c'est de dire, il y avait un certain nombre de moyens qui étaient prévus pour acheter ces 16 appareils. Il faut déterminer combien on en commande quand même à Havilland de manière à passer le cap, avec de l'allocation, même si aujourd'hui, nous, on a alerté parce qu'elle devient structurelle. Entre 2020 et 2025, on est passé de 2 millions à 60 millions. Donc, ça veut dire qu'on a dépensé plus de 100 millions en location. Il y a aussi la possibilité du rétrofit, c'est-à-dire qu'en fait, on va équiper d'autres appareils type ATR 72 ou l'Airbus 400M. Il y a eu des tests récemment qui sont positifs pour pouvoir les équiper. Par exemple, le A400M de kit de largage. C'est effectivement, parce que sans rentrer dans les détails trop techniques, c'est vrai que quand on voit qu'on est à 2 doigts, le feu est à 2 doigts aux portes de Marseille, de détruire des maisons en centre-ville, c'est vrai que ça interroge. On a entendu des témoignages ce matin dans les reportages de nos confrères d'Europe 1, enfin de nos confrères, de nos journalistes plutôt d'Europe 1 sur place, où les gens s'interrogent parfois, 7e puissance au monde, et on n'est peut-être pas capable d'aller plus vite, alors qu'il y a 800 pompiers qui luttent sans relâche sur le terrain. On est d'ailleurs avec un auditeur, Frédéric, qui nous appelle. Bonjour Frédéric. Bonjour à vous tous. Vous nous appelez d'où, Frédéric ? Je vous appelle d'une zone qui a été bien touchée en 2022. Je suis à côté d'Arcachon. Ah bah oui, précisément. Voilà. Qui a payé en effet un lourd tribut en 2022. Voilà, alors que je vais vous dire, pour être positif, maintenant on est tranquille, tout a brûlé. Alors, mais franchement, non, mais j'entendais, on a eu, comme on dit, des mesures, on devait faire ci, on devait faire ça,
Je pense qu'il y a eu réunion sur réunion, et on en arrive, on n'a même pas d'appareil, des commandes. Les commandes, bon, c'est bien joli les commandes, mais depuis quand on n'a pas fait le point? Si vous voulez, on est dans dans une incurie totale. Faut arrêter. On est dans du blabla. Voilà. Bon, les avions sont pas commandés. Je suppose qu'ils sont pas prêts d'être commandés. Et avec les restrictions budgétaires qu'on va connaître... Alors si, on vient de dire qu'ils sont commandés. Sophie Pantel vient de nous dire qu'ils étaient commandés. Ouais. Bon, le problème, c'est que on avait promis, Emmanuel Macron avait promis en 2022 que ça serait renouvelé. Manifestement, ce n'est pas allé jusqu'au bout, puisque les crédits ont été annulés. Oui, puis là, ils vont continuer à être annulés, vous savez, parce que je vois pas, il y a déjà plus d'argent. Bon, non, mais je pense que c'est le problème, on peut plus le prendre. Je pense qu'on est complètement dépassé. Il faut dire ce qui est. Il faut s'avouer totalement impuissant à part de 3. Comme il y a 3-4 incendies qui se déclenchent, bon, c'est terminé. Il va falloir faire des choix. Alors là, je sais pas comment ça va se passer. À la fin, il va falloir faire des choix. Et bon, d'un autre côté, ce qu'on pourrait aussi quand même insister, parce que moi je vois aussi, c'est le problème du débroussaillage des propriétés. Parce que alors là, franchement, Éric Brocardi en parlait tout à l'heure, le porte-parole des pompiers. Je vois même ici, je vous dis ici, malheureusement, ça a cramé. Mais ça a été un des gros problèmes d'ailleurs chez vous, ce sujet des débrousaillages. Si vous voulez, alors vous avez les écolos là-dessus, non, parce qu'il y a certaines plantes, machin. Enfin, on est arrivé à ce qu'on appelle la forêt usagère ici, qui a tout à cramer de toute façon. Et tout ça aussi, il fallait pas débroussailler certains coins, laisser des... Alors, vous aviez interdiction de débroussailler, clairement, Frédéric? Il y a des zones dans ce qu'on appelait la forêt usagère, machin, où il fallait pas y toucher parce qu'il y avait soi-disant certaines petites plantes. Donc on laissait. Il fallait pas rentrer, il fallait laisser la nature dans le plus sauvage possible. Alors ça suffit pour... Alors là, vous croyez-moi, ça suffit pour prendre. Frédéric, vous restez avec nous parce que c'est très intéressant ce que vous nous racontez. Et puis je vois que Sophie Pantel a envie de vous répondre. Ça sera dans quelques instants. Vous dénonciez, Sophie Pantel, le manque de moyens. On parlait il y a quelques instants de ces crédits annulés sur le renouvellement des Canadair. Et puis on était avec Frédéric qui nous appelait d'Arcachon, qui nous expliquait les problèmes qu'il avait eu, notamment en 2022, sur le sujet des débroussaillages. Alors c'est très important parce que c'est ce qui favorise souvent le feu. Et Frédéric, vous dénonciez un petit peu les écologistes, manifestement, qui vous interdisaient de débroussailler précisément vos habitations. C'est bien ça? Les mouvements écologistes, vous savez, régional, où il y a toujours 2-3 personnes qui vont chercher. Bon, mais le problème, il y avait des zones où il y avait soi-disant des plantes plus ou moins rares. Fallait pas y toucher, fallait pas débroussailler. Je vais vous dire dans un autre exemple le bazar que ça crée. Vous prenez les voies ferrées. Bien souvent, moi j'étais dans le métier jadis, on avait des départs de feu sur le bord des voies ferrées. Mais là maintenant, les lois nous obligent à ne plus désherber par des trucs. Alors, vous regarderez, quelquefois quand vous prenez le train, vous avez quasiment des arbustes qui poussent de chaque côté. Interdiction d'enlever ça. Alors Bruno Retailleau maintenant veut que ça incombe à la responsabilité individuelle, le débroussaillage des terrains, des maisons. Le ministre de l'Intérieur veut que ce soit chaque occupant qui s'y colle. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Attendez, vous avez quand même en France, je crois, pas loin de 80% des forêts et des terrains qui appartiennent au privé, qui n'appartiennent pas à l'État. Oui. Il faudrait quand même que les gens sachent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ou ils ont du terrain, ils l'entretiennent, ou alors ils rétrocèdent à l'État. Et voilà, mais c'est pas entretenu. On veut dire oui pour des questions de moyens. Mais on n'en sort plus. On sait déjà depuis des années qu'on va vers des périodes sèches. Mais ça c'est inéluctable. Donc et voilà, on est l'arme au pied. On attend. Bon alors c'est rien la dame, les commandes. Mais les commandes avant qu'un avion sorte de chaîne. On en parlait de ça. Frédéric, je voulais laisser Sophie Pantel vous répondre justement sur cette affaire des débroussaillages. Je vous voyais un petit peu réagir. Vous n'êtes pas trop d'accord avec notre auditeur? Oui, je vais y revenir. Pantel. Mais quand même rappeler que l'importance pour la flotte, c'est le renouvellement. Il y a quand même 50 aéronefs sur 60 qui sont commandés. Donc on peut pas dire qu'il n'y a rien eu. Ensuite, ça traîne. Commandé, c'est pas livré. Il y a un certain nombre d'appareils qui ont déjà été livrés. Et puis il y en a d'autres qui vont être livrés
livrer d'ici 2029-2030. Enfin, on fabrique pas un pain pour le lendemain. Voilà, je pense que tout le monde peut le comprendre au niveau des auditeurs. Ensuite, je pense que l'important, c'est de redimensionner par rapport aux enjeux de demain qui vont être de plus en plus forts, puisque ça va concerner tout le territoire national. De demain et puis de maintenant. Il faut qu'on puisse aussi diversifier la flotte. C'est-à-dire qu'on sait qu'il nous manque des hélicoptères lourds pour la montagne, etc. Il faut ne pas se priver aussi des nouvelles technologies. On peut utiliser les drones, etc. Et puis s'inscrire complètement aussi dans la dynamique de l'Union européenne en solidarité et en complémentarité. On est aidé là d'ailleurs par les autres pays en ce moment. Les deux Canadair qui sont commandés sont payés par l'Union européenne et la France paye les équipements. Donc oui, on est aidé. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut développer une filière souveraine française, et on a de nombreux porteurs de projets dans le pays qui sont en capacité de fabriquer aujourd'hui les premiers prototypes pour avoir on va pas revenir là-dessus parce qu'on en a déjà parlé, mais si les crédits sont annulés, alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut vraiment avoir un contrat pluriannuel et qu'on soit plus dépendant du bon vouloir de tel ou tel gouvernement et qu'on puisse s'inscrire dans la durée. Et on a les chaînes de production, on a plusieurs porteurs de projets, dont un qui est soutenu. Enfin, ils sont plusieurs. Alors, ils ont passé des alliances avec Airbus, Thales. Enfin voilà. Donc on a les moyens de le faire. Oui, on a les moyens de le faire. Une de ces entreprises s'installe dans les Bouches-du-Rhône et va commencer la fabrication du premier prototype pour être en capacité de livrer 2029. Donc on voit bien qu'en fait il faut arriver à doser entre le rétrofitage, la location, quelques commandes à Havilland et surtout soutenir cette filière pour retrouver de la souveraineté. Sur le débroussaillage, vous vouliez répondre à notre auditeur, Frédéric. Sur le débroussaillage, moi je peux pas entendre de dire qu'il y a des zones où c'est interdit, puisque en fait les OLD elles s'appliquent partout. C'est un arrêté préfectoral et en fonction en fait du territoire et des départements. Les OLD, les obligations légales de débroussaillement, pardon. Vous allez avoir en fait une distance où on va imposer le débroussaillement qui va être différente. Par exemple, chez moi c'est 50 mètres, mais vous avez des zones où c'est 150 mètres autour des maisons. On considère en fait que c'est l'humain qui génère le risque. Aujourd'hui, il y a d'un côté l'humain qui génère le risque, mais il y a aussi le réchauffement climatique. Donc c'est d'autant plus important en fait de les respecter, mais il y a quand même des difficultés sur la mise en œuvre. Moi, par exemple, je vis dans les Cévennes. Dans les Cévennes, quand vous faites 50 mètres autour d'une maison, en fait, vous n'êtes pas forcément propriétaire du terrain qui est concerné. Et en fait, vous avez obligation de débroussailler. Mais on comprend rien à cette réglementation. Comment on sait qui est responsable de quoi? Enfin, on en revient toujours aux millefeuilles. Pour le législateur de l'époque, c'était celui qui générait le risque, donc l'humain, qui devait débroussailler. Depuis, ça a changé, c'est ça? Aujourd'hui, on a les deux. Voilà. Donc parfois, on a des particuliers qui ont peu de retraite, qui ont peu de moyens, et qui sont dans l'obligation d'aller débroussailler chez un groupement forestier, par exemple. Voilà. Donc, on va redonner. Pardon, Sophie Pantel, on va redonner la parole à l'auditeur. Frédéric, vous êtes convaincu par ce que vient de nous dire la députée? Écoutez, je pense que malheureusement, il y a tout ça avec les intérêts communaux des uns et des autres. Non, mais si vous voulez, on tourne autour du problème. Que le réchauffement climatique responsable, non, c'est pas le réchauffement climatique qui brûle, sont les gens. Donc, le problème, c'est que on veut reporter les assurances. Je pense veulent pas mettre leur doigt là-dedans parce que ça coûte cher, c'est sûr. Vous pensez dans ces cas-là, on vire en catastrophe naturelle et puis c'est nous contribuables qui payons. Bon, moi je veux bien, mais les gens qui n'ont pas les moyens, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils vendent leur terrain, ou ils le mettent, ou il peut y avoir des sociétés, je sais pas, qui gèrent ça et qui, pour le compte des gens, mais qui est quelque chose de fait. On peut, à ce moment-là, sous forme de, je sais pas, de société, d'entretien, auprès des propriétaires, même qui ont des soucis financiers, de manière à ce que ça soit fait, qu'il y ait une rétribution de ces sociétés par peut-être une activité économique, tout ça, de bois et tout ça dans le secteur, mais qui est quelque chose de fait, parce que forcément, quand on laisse les gens seuls face au problème, ils sont dépassés. Là, en plus, Frédéric, la porte-parole du gouvernement dit il faut débroussailler, et puis en plus, ça sera aux policiers municipaux de surveiller, de verbaliser, puisqu'elle dit c'est un élément qui évite évidemment au feu de se propager, mais enfin ça, c'est vrai que c'est aux frais du contribuable. Il n'a pas tort, notre auditeur Sophie Pantel. Vous êtes d'accord avec le gouvernement qui veut finalement, qui appelle à la responsabilité de chacun? Moi, je pense qu'il faut accompagner en fait les personnes qui
qui sont dans une situation difficile. Aujourd'hui, dans bon nombre de nos territoires, c'est souvent l'ONF d'ailleurs qui passe avec les sapeurs-pompiers pour repérer les endroits. L'Office national des forêts. Des forêts. Voilà, pour repérer, conseiller. On est en train de, nous on a monté plusieurs groupes de travail. On réfléchit soit à ce que les communes puissent quand même participer à travers les dotations aménités rurales, mais aussi sur du crédit d'impôt. Aujourd'hui, en fait, celui qui paye des impôts peut déduire une partie de ses frais, et celui qui a moins de moyens, puisqu'il ne paye pas d'impôts, en fait, n'a pas de crédit d'impôt. Donc, quand vous débroussaillez, vous pouvez déduire ça des impôts, c'est ça ? Il y a un plafond, et voilà, mais à condition de payer les impôts. Mais celui qui a 1 000 euros et qui ne paye pas d'impôts, la moitié de la France ne paye pas d'impôts. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de pistes et qui seront discutées pendant le budget. Moi, je pense que la question des assurances n'est pas un petit sujet. Au moment du budget, il faut savoir que quand les sapeurs-pompiers sauvent une maison ou sauvent des vies, c'est autant que les assurances ne payent pas et économisent. Et donc, on a ce qu'on appelle une taxe sur les assurances. Une partie de cette taxe revient aux services départementaux d'incendie et de secours. Mais aujourd'hui, comparativement à d'autres pays de l'Union européenne ou du continent européen comme la Suisse, qui ne fonctionnent quasiment pas avec d'argent public sur la sécurité civile, mais uniquement financés Ils ont un par peu plus les assurances. de sous que nous, les Suisses. Voilà. Mais je pense qu'on peut augmenter le prélèvement sur la taxe sur les assurances, puisque ce sont eux, au nom de la valeur du sauvé. Augmentation de la taxe. Non, je n'ai pas dit. Je vous dis pas qu'il faut que les assurances augmentent le prix des particuliers, des gens qui souscrivent une assurance. Je dis que par contre, les compagnies d'assurance font des économies sur la base de la valeur du sauvé lorsque les sapeurs-pompiers interviennent. Et puis, il y a un deuxième axe qui pourrait être examiné, c'est la question de la taxe de séjour. Vous prenez des départements touristiques, lorsqu'ils accueillent, multiplient leur population par 2, 3, 4, 5, 6, ils sont parfois obligés de louer un hélico, parfois obligés d'embaucher des saisonniers pour pouvoir répondre à ces risques nouveaux. Ça serait encore une taxe. On pourrait... il faut se donner les moyens. Oui. Merci en tout cas Sophie Pantel d'avoir été avec nous. Merci Frédéric pour votre témoignage à Arcachon, en espérant que l'été soit plutôt calme de votre côté dans cette magnifique région.